Donc, vidéo sur la deuxième grande partie concernant notre chapitre 3 sur la mondialisation. Quel est le rôle des firmes dans la mondialisation? Et donc, on va voir le premier point, grand A, quelles sont les stratégies des firmes multinationales, F et M, qu'on appelle aussi des fois FTN, firmes transnationales. Vous pouvez utiliser les deux termes sans souci. Et donc, c'est l'item 4, comprendre l'internationalisation de la chaîne de valeur et savoir l'illustrer. Alors, on va déjà commencer par la base, hein, finalement, c'est finalement savoir ce que c'est qu'une firme multinationale ou firme transnationale. Donc je vais passer le plus vite possible sur les définitions, mais c'est vraiment des choses qu'il faut maîtriser. On parle de firme multinationale à partir du moment où une entreprise a une société mère dans un pays et au moins une filiale dans un pays étranger. Voilà. Donc par exemple, à partir du moment où l'entreprise Peugeot a sa société mère en France et par exemple une usine de production en Chine, on va parler de ce fait de firme multinationale. Définition relativement simple, maintenant reste à savoir ce qu'on entend par filiale, hein, puisque pour qu'une firme multinationale existe, elle doit avoir au moins une filiale dans un pays étranger. Une filiale, c'est pas compliqué, c'est une entreprise qui est détenue par une autre entreprise, en fait, à au moins 10% du capital de l'entreprise, hein. C'est-à-dire qu'en fait, une filiale de Peugeot, hein, par exemple, hein, c'est une entreprise qui est possédée par Peugeot à hauteur de 10% de sa valeur économique. Voilà. Donc en gros, je vais le résumer encore plus simplement que ça. Ça signifie que enfin, une entreprise est une filiale à partir du moment où une autre entreprise, possède au moins 10% du total de ses actions. Voilà. Et on distingue deux types de contrôle. Le contrôle qu'on appelle minoritaire, quand une société mère possède entre 10 et 50% des actions. Donc en fait, on parle de contrôle minoritaire tout simplement parce que quand on a moins de 50% des actions d'une autre entreprise, eh ben, finalement, on n'a pas la majorité pour pouvoir contrôler totalement cette entreprise, hein. C'est-à-dire qu'il y a d'autres actionnaires qui peuvent également donner leur avis et voilà, on n'a pas le pouvoir total, hein, d'accord? Puisqu'en fait, pour avoir le pouvoir total, il faut avoir 50% des voix plus une, donc là, en l'occurrence, 50% des actions plus une action. Et puis, lorsque une société mère possède plus de 50% des actions d'une filiale, alors dans ce cas-là, le contrôle est majoritaire, c'est-à-dire que c'est bien la maison mère, hein, qui contrôle totalement les décisions de la filiale. Voilà. Alors, pour le coup, les firmes multinationales, pour qu'elles se développent à l'international, elles vont devoir se délocaliser, hein, ce qui paraît assez logique. Et en lien avec ce qu'on est en train d'expliquer, on va distinguer deux types de délocalisation. Alors, la première délocalisation, c'est la délocalisation absolue. C'est celle dont on entend très souvent parler dans les médias, hein, c'est que finalement, vous avez une firme qui va détruire une unité de production dans un pays pour la transférer dans un autre pays pour différents motifs dont on va parler juste après. Donc délocalisation absolue, hein, encore une fois, on enlève une unité de production dans un pays et on la transfère dans un pays étranger. Et puis, le deuxième type de délocalisation, c'est la délocalisation dite relative, hein, c'est qu'en fait, une firme multinationale va créer une entreprise à l'étranger, alors qu'elle aurait pu très bien créer cette filiale sur le territoire national. D'accord? Donc on parle de délocalisation relative parce que, comment dire, l'entreprise aurait pu créer des emplois sur le territoire national, mais elle fait le choix, pour X motifs possibles, de créer cette filiale ailleurs, à l'étranger. D'accord? Donc bien évidemment, quand on parle de firme multinationale, on fait référence, hein, notamment hein, à la notion de délocalisation. Alors, ça, c'est une chose. Maintenant, si vous voulez, les filiales n'ont pas que la délocalisation, hein. Pour pouvoir se développer à l'échelle internationale, il y a plusieurs possibilités. Alors, il y a le fait, par exemple, de créer ce qu'on appelle une filiale greenfield. Alors, une filiale, entre guillemets, sur terrain vierge, hein. C'est-à-dire qu'en fait, on va créer de toutes pièces une usine, une unité de production à l'étranger qui n'existait pas. Donc, on crée en fait une filiale à l'étranger. Voilà. En l'occurrence, hein, ça peut être en lien avec les délocalisations absolues ou délocalisations relatives que nous venons de voir. Ensuite, deuxième stratégie, il y a les fusions, les acquisitions, et on va parler à ce moment-là de concentration industrielle. Cette concentration industrielle, elle peut être verticale, horizontale ou et
Conglomérale. Alors, on va distinguer rapidement les types de fusion-acquisition. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, hein, c'est qu'une fusion, c'est quand vous avez deux entreprises A et B qui deviennent une nouvelle entreprise C. Voilà. Une acquisition, c'est quand une entreprise B passe sous le contrôle de l'entreprise A. Donc en fait, l'entreprise B devient une filiale de l'entreprise A. Alors, pour le coup, je vais développer un tout petit peu ces notions-là. Qu'est-ce qu'une concentration horizontale? Bah, c'est tout simplement un regroupement d'entreprises qui vont se situer au même niveau de la chaîne de valeur. D'accord? Donc, par exemple, quand Peugeot rachète Citroën ou quand Peugeot rachète Opel, vous avez une entreprise qui va racheter en fait des concurrents qui se situent au même niveau de la chaîne de valeur. Et donc on parle de concentration horizontale parce que bah, c'est au même niveau, d'où le concept d'horizontalité. Je vais enchaîner tout de suite par la concentration verticale, hein, celle que vous avez ici. C'est lorsque vous avez des entreprises qui vont chercher à racheter des entreprises qui se situent soit en amont du processus de production, soit en aval. Donc soit des fournisseurs de matières premières, par exemple, soit au contraire des entreprises qui vont se charger de la distribution des produits fabriqués. En l'occurrence, par exemple, hein, Michelin pardon, possède des usines de plantation d'EVA, donc l'EVA va servir à fabriquer des pneus, hein, tout simplement. Là, vous voyez bien, un Michelin a racheté en fait des entreprises qui se situent en amont de la chaîne de production, hein, d'accord? Et donc, Michelin rachète une entreprise qui se situe à une autre étape, à un autre niveau de la chaîne de valeur. Donc, concentration verticale. Et puis, vous avez la concentration conglomérale. Donc, si vous voulez, hein, c'est la stratégie de diversification euh, pour pouvoir limiter au maximum les risques, hein, c'est-à-dire qu'en fait, on va se développer dans des secteurs très différents. Comme ça, si un secteur est touché par une crise, les autres secteurs vont permettre, entre guillemets, de compenser le secteur qui est impacté par une crise économique, une crise sanitaire, par exemple. Voilà. Et donc, donc, vous avez un regroupement d'entreprises hein, n'ayant pas les mêmes activités, avec pour but la diversification du risque. C'est ce que vous avez écrit là. Et un bon exemple que j'aime utiliser, c'est Bouygues. Bouygues, hein, le cœur de métier de Bouygues, c'est le BTP, hein, donc bâtiment et travaux publics. Mais Bouygues fait aussi de la communication, travaille aussi dans les médias, par exemple avec le groupe TF1. Donc voilà, Bouygues est une entreprise conglomérale, c'est-à-dire qu'elle s'est diversifiée dans différentes activités, justement pour éviter que lorsqu'un secteur est touché, l'ensemble du groupe soit impacté en fait. Donc ça c'était pour la notion de fusion et d'acquisition. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les alliances stratégiques sans prise de participation. Donc vous avez des firmes multinationales qui vont se développer à l'étranger en passant finalement un partenariat pour comment dire, permettre par exemple de plus gros investissements. Voilà, donc deux entreprises concurrentes qui vont se mettre temporairement d'accord pour faire un investissement important afin de développer un nouveau produit. Voilà. Vous avez enfin ce qu'on appelle les joint ventures. Ça, c'est quand deux firmes différentes vont créer en fait une filiale commune. D'accord? Donc deux entreprises qui pourraient être dans l'absolu concurrente euh, vont s'allier temporairement pour créer une filiale commune afin de limiter le montant des investissements. Et puis, vous avez ce qu'on appelle les accords de sous-traitance. Donc ça va être en lien avec l'externalisation dont on va parler un petit peu après. C'est-à-dire que vous avez des firmes multinationales qui vont utiliser des entreprises totalement indépendantes, en fait, et ces entreprises vont avoir un contrat de sous-traitance avec les sociétés mères. Voilà. Et on donnera pas mal d'exemples, donc je veux pas trop m'étendre là-dessus tout de suite. Voilà. Donc ça, c'est les différentes stratégies, hein, en plus des délocalisations, bien évidemment, relatives et absolues, hein. C'est les différentes stratégies pour se développer au niveau international. Et en l'occurrence, on va prendre un exemple, hein, document 7 que vous avez dans votre dossier documentaire. C'est l'exemple de Renault. Donc vous voyez, hein, Renault est bien une firme multinationale puisque Renault a des filiales, hein, un petit peu partout dans le monde. Donc vous voyez, ce qui est intéressant, c'est la première question, hein, qu'est-ce qui différencie les usines du groupe Renault des usines partenaires? Donc les usines du groupe Renault, ben, ce sont tout simplement des filiales, hein, d'accord? Ce qui explique pourquoi on peut considérer Renault comme une firme multinationale, puisque Renault a des filiales à l'étranger. Les usines partenaires, c'est tout simplement des usines
avec lesquels Renault va travailler, mais qui n'appartiennent pas à Renault. Un exemple tout simple, hein, si on prend en Chine, tac, ici, au niveau de Wuhan, vous avez donc une entreprise qui travaille avec Renault, mais qui travaille aussi avec le groupe automobile chinois Dongfeng. Voilà. Donc ce sont des sous-traitants, tout simplement. Euh, et donc, maintenant, la vraie question à se poser, hein, c'est pourquoi le groupe Renault a-t-il des usines dans un si grand nombre de pays? Ben, tout simplement parce que Renault va chercher à utiliser les avantages, entre autres, hein, les avantages comparatifs de chaque pays, et va essayer finalement de se localiser là où, comment dire, la main-d'œuvre est peut-être plus efficace pour faire telle ou telle partie de la chaîne de valeur. C'est aussi pouvoir se rapprocher du consommateur. Voilà, il y a plein de stratégies qu'on va aborder tout de suite ensemble, hein. Donc, la première, c'est celle que j'évoquais juste avant, c'est l'utilisation des avantages comparatifs, hein. Je vous rappelle que la théorie des avantages comparatifs, au départ, elle nous vient de David Ricardo. Et pour rappel, hein, c'est le fait que les pays vont se spécialiser là où ils sont les meilleurs ou là où ils sont les moins mauvais. Et donc, en l'occurrence, d'après la théorie de David Ricardo, il y a toujours intérêt à se spécialiser, même si on n'a pas d'avantage absolu, et tout le monde est gagnant, d'accord? Et ce sera complété et aussi nuancé plus tard par Heckscher, Olin et puis Samuelson, ce qu'on avait vu sous le nom théorème HOS. Bien, je referme la parenthèse. Donc, pour le coup, les firmes multinationales vont utiliser les avantages comparatifs des différents pays. L'idée est la suivante, hein, c'est pas très compliqué finalement, c'est qu'il y a des pays dans lesquels les matières premières sont moins chères, par exemple, hein, ou des pays tout simplement où il y a des matières premières, tous les pays n'en possèdent pas. Dans certains pays, les impôts seront moins élevés. Un exemple, hein, la maison mère d'Apple Europe, hein, est située en Irlande. Donc c'est pas pour le paysage, hein. Si Apple Europe est située en Irlande, c'est tout simplement parce que les impôts sur les sociétés sont bien plus faibles qu'en France, hein. C'est 12% à peu près en Irlande, alors que chez nous c'est 33%. Donc on voit bien que finalement ça vaut le coup d'aller s'installer en Irlande pour payer moins d'impôts. Ça peut être aussi, bien évidemment, utiliser une main-d'œuvre moins chère. Et donc là, on pense tout de suite aux délocalisations massives, notamment des années 90 et 2000, dans un pays comme la Chine. Euh, voilà. Accessoirement, pour faire le lien avec ce qu'on avait vu précédemment, c'est aussi parce que les grandes firmes multinationales se sont implantées en Chine pour bénéficier d'un coût de la main-d'œuvre faible, que la Chine a pu connaître très rapidement la remontée de filière, hein, ce qui nous renvoie à la théorie d'Akamatsu sur le vol d'oie sauvage. Et donc, en fait, si vous voulez, on va dire que les entreprises vont utiliser, enfin, vont chercher, entre guillemets, à profiter du dumping fiscal, social et environnemental, c'est ce que vous avez ici, des différents pays. Alors, pour le coup, dumping, en français, ça signifie se débarrasser de quelque chose, en fait, hein, d'accord? Et pour le coup, il existe trois types de dumping. Le dumping fiscal, en fait, c'est tout simplement le fait d'avoir un taux d'imposition plus faible que dans les autres pays. Et donc je reviens sur mon exemple d'Apple Europe. C'est-à-dire que, un pays qui fait du dumping fiscal va chercher à attirer les investissements directs à l'étranger, en proposant enfin une fiscalité, plus faible qu'ailleurs. Voilà. Et donc, certains parlent de concurrence déloyale, mais en tout cas, c'est une stratégie qui fonctionne très bien. L'Irlande fait cela, les Pays-Bas font aussi également un peu cela, le Luxembourg. Voilà, vous avez en fait ce qu'on appelle, hein, assez simplement les paradis fiscaux. Ensuite, vous avez le dumping social. Donc là, c'est des pays qui vont chercher à attirer les firmes multinationales et les investissements directs à l'étranger en proposant un coût de la main-d'œuvre extrêmement faible. Aussi, malheureusement, en détournant les droits sociaux, droits du travail, etc., hein. Donc on peut penser à la Chine, aujourd'hui encore plus au Bangladesh, hein, voilà. Et ensuite, vous avez le dumping environnemental. Bah, c'est tout simplement que, on va chercher à attirer les firmes multinationales en, comment dire? Proposant des normes environnementales extrêmement, light, si je puis dire, ce qui va finalement, inciter les entreprises à aller dans tel ou tel pays qui propose encore une fois, des normes environnementales faibles,
parce que ça coûte moins cher de produire en polluant que de produire sans polluer, hein. On peut se douter que une production respectueuse de l'environnement nécessite des investissements importants et donc ça coûte plus cher. Or, si on peut se permettre de produire sans investir dans des énergies renouvelables, par exemple, eh ben, ça coûte moins cher, ça permet d'être plus compétitif que les concurrents, et donc, bah, voilà. Donc, vous avez des stratégies ici, hein, adoptées par certains pays, hein, pour attirer les firmes multinationales. Ce qu'il faut comprendre, hein, c'est que quand une firme multinationale s'implante dans un pays, ça crée des emplois, ça crée de l'activité économique, ça crée de la richesse, hein. Voilà, il faut quand même pas oublier, faut pas oublier cette chose-là. Alors, pour le coup, les délocalisations euh, dans les pays, notamment les pays qui font du dumping social, hein, c'est-à-dire qui utilisent une main-d'œuvre pas chère euh, pour attirer encore une fois les firmes multinationales. Les délocalisations, elles sont pas toujours avantageuses. C'est-à-dire qu'en gros, se délocaliser en Chine ou au Bangladesh pour profiter d'une main-d'œuvre peu chère, c'est valable pour certains types de produits, mais pas tous. Et en l'occurrence, je vous laisse lire le document 8 que vous avez ici, hein. Pour le coup, dans la fabrication des verres, de verres de luxe, d'accord, on va se rendre compte de la chose suivante, hein, c'est que fabriquer deux verres de qualité, ça va coûter 2,63 dollars en Chine, ça va coûter 2,49 dollars en Irlande, ça va coûter seulement 1,20 $ en Italie, avec le même équipement, hein. L'explication est relativement simple, c'est qu'en fait, quand on produit avec une main-d'œuvre pas chère, il s'agit d'une main-d'œuvre peu qualifiée. Or, quand on veut produire quelque chose de très grande qualité, à forte valeur ajoutée, ben, pour des verres par exemple, on va utiliser des matières premières coûteuses. Or, si la main-d'œuvre est peu qualifiée, on va avoir comment dire, de nombreux verres cassés et donc du gaspillage de matières premières, et tout ça, ça a un coût très élevé. Accessoirement, quand on se délocalise dans des endroits où la main-d'œuvre coûte pas cher, réparer une panne sur la chaîne de production, par exemple, hein, ça prend beaucoup de temps parce que justement la main-d'œuvre est peu qualifiée. Et donc, l'entreprise doit faire appel à une autre entreprise pour venir dépanner la chaîne de production, alors qu'en Italie, par exemple, les salariés sont qualifiés, en tout cas on peut le supposer, hein, salariés qualifiés, et donc capables d'intervenir très rapidement directement sur la chaîne de production, parce que les salariés qualifiés sont polyvalents, pour pouvoir remettre en marche la chaîne de production, et donc il y a une plus forte réactivité, on perd moins de temps. Le temps, c'est de l'argent, hein, donc les coûts de production sont plus faibles. Et voilà pourquoi, finalement, l'idée que se délocaliser là où la main-d'œuvre est pas chère, c'est pas toujours logique, c'est pas toujours rationnel, c'est pas toujours avantageux. Autrement dit, hein, vous avez compris, j'espère, l'idée qu'il y a derrière ce que je suis en train d'expliquer, c'est que quand on produit des biens à haute valeur ajoutée, il vaut mieux rester dans des pays développés pour une simple et bonne raison, c'est que les pays développés ont le privilège d'avoir une main-d'œuvre qualifiée, productive et réactive, voilà, et polyvalente. Bien, alors, euh, autre stratégie possible d'une FMN, c'est la stratégie d'externalisation. Donc là, on a vu la stratégie de délocalisation. On était sur l'idée qu'en fait, les firmes multinationales vont se déployer à l'échelle internationale, euh, comment dire, en utilisant des filiales. Voilà. Je vous rappelle, les filiales sont détenues, soit de manière minoritaire, soit de manière majoritaire, par une société mère. Là, on va parler d'externalisation. En fait, ce sont les sous-traitants, d'accord? Et les sous-traitants n'appartiennent pas à une société mère ou à une autre entreprise, d'accord? Bien, donc on va prendre le document 9, hein, que je vous laisse lire tranquillement, et on va essayer de comprendre cette idée intéressante d'entreprise sans usine. Voilà, entreprise sans usine. Alors, qu'est-ce que l'externalisation? Euh, L'externalisation, c'est tout simplement quand des entreprises vont confier des tâches, comment dire, des parties de la chaîne de valeur à d'autres entreprises spécialisées, en fait, dans certains domaines. Voilà. Et les entreprises, en fait, vont chercher à se recentrer sur leur cœur de métier, c'est-à-dire sur ce qu'elles savent faire mieux que les autres, si je puis dire. Leur cœur de métier. Alors, vous avez un exemple pour illustrer ça, hein. Si vous prenez par exemple une entreprise automobile pourrait très bien faire le choix d'avoir
la gestion, enfin tout ce qui est comptabilité en fait à l'intérieur de son entreprise. On pourrait, enfin, l'entreprise pourrait embaucher directement des salariés chargés du nettoyage, de la sécurité, de la gestion informatique, etc. Tout ça, en fait, ce sont des tâches. Si on prend l'exemple de Peugeot, hein, d'accord, le centre, le cœur de métier de Peugeot, c'est la fabrication d'automobiles. C'est pas la gestion des payes, c'est pas le nettoyage, c'est pas la sécurité, etc. Donc Peugeot peut très bien faire le choix de ne plus embaucher ce genre de salariés, des salariés spécialisés dans ces tâches-là, mais de passer par des entreprises externes, d'où le terme externalisation, hein, par des entreprises externes à Peugeot pour gérer finalement des tâches qui n'ont rien à voir avec ce que Peugeot sait faire le mieux, c'est-à-dire la fabrication et la conception d'automobiles. Voilà. Donc ça, c'est le principe d'externalisation. Alors, si vous voulez, vous avez des entreprises comme Nike, par exemple, hein, qui ont quasiment tout externalisé, et Nike ne produit quasiment plus rien. Nike se charge du design des chaussures, de la conception des chaussures, se charge du marketing, et donc en fait, Nike se charge des tâches nécessitant une main-d'œuvre très qualifiée, et délègue finalement la production des chaussures à des entreprises qui sont externalisées, chargées finalement, spécialisées dans la confection de chaussures. Alors, pour vous montrer quelques exemples en fait d'entreprises d'entreprises sous-traitantes, et puis accessoirement les limites de l'externalisation. Alors récemment, vous avez un joueur de basket de 18 ans, Zion Williamson, qui s'est fait une entorse en fait parce que sa chaussure Nike s'est déchirée en fait, hein. Voilà, en plein milieu d'un match. Les images ont bien évidemment fait le tour du monde, et le lendemain, le cours de l'action Nike a perdu 1%, c'est-à-dire 1,2 milliard de dollars. Nike a perdu sur les marchés financiers 1,2 milliard de dollars uniquement parce qu'un joueur de basket de 18 ans s'est fait une entorse à cause d'une chaussure Nike déchirée. Voilà. En fait, c'est les limites de l'externalisation. Pourquoi? Parce que en fait, les sous-traitants, les maisons mères ne peuvent pas contrôler les sous-traitants comme si, enfin, comme elles contrôleraient en fait des filiales, tout simplement parce que les sous-traitants n'appartiennent pas aux sociétés mères. D'accord? Donc ça, c'est quand même une forte limite. Deuxième exemple, Mattel, en 2007, doit rappeler des produits en fait parce que ces produits ne respectaient pas les normes de sécurité. Pareil, hein, Mattel faisait produire ses biens par des entreprises, par des sous-traitants, d'accord, et non pas par des filiales. Foxconn, qui est un sous-traitant extrêmement connu à l'échelle internationale, hein, Foxconn travaille pour Apple, pour Microsoft, pour Amazon, pour Huawei, etc., hein. En 2012, en fait, Foxconn faisait travailler des mineurs de 16 ans. Or, l'âge légal en Chine, pardon, faisait travailler des mineurs de 14 ans. Or, l'âge légal en Chine, c'est 16 ans. Donc Foxconn, en fait, ne respectait pas la loi de son pays. Voilà. Et encore une fois, les géants Apple, Microsoft, Amazon, Huawei ne s'en sont pas rendus compte parce que ce sont, encore une fois, il s'agit d'un sous-traitant, il ne s'agit pas d'une filiale. Et enfin, encore une fois, Foxconn, hein, qui a obligé des jeunes de 16 à 18 ans de travailler en heures supplémentaires la nuit en 2019 pour fabriquer des enceintes pour Amazon, et c'est totalement illégal. Alors des exemples comme ça, il y en a plein, hein. Je vous ai sélectionné, comment dire, voilà, je vous en ai sélectionné quelques-uns. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous voulez, à chaque fois que ça arrive, hein, je reviens sur mon exemple du joueur de basket là, avec Nike, hein, à chaque fois qu'une entreprise, à chaque fois qu'un sous-traitant, euh, comment dire, va utiliser ou va produire en ne respectant pas les lois, en ne respectant pas certaines conditions de travail, euh, ou va produire des biens qui finalement ont des défauts, tout ça, ça nuit aux grandes firmes multinationales. Nike a perdu encore une fois 1,2 milliard de dollars en une journée à cause d'un sous-traitant, entre guillemets. D'accord? Donc, vous voyez, l'externalisation, si vous voulez, ça a un avantage, c'est que les firmes multinationales qui vont externaliser vont pouvoir mettre en concurrence les sous-traitants, vont pouvoir faire pression sur les sous-traitants. Et donc l'objectif, hein, c'est beaucoup plus fortement, pardon, qu'avec des filiales, pour une simple et bonne raison, encore une fois, c'est que les filiales appartiennent aux sociétés mères. Or, ce n'est pas le cas des sous-traitants. Donc, quand on a un contrat avec un sous-traitant, il est très facile de le rompre et puis d'aller voir
un autre sous-traitant qui pourrait être plus efficace. Donc, comme ça, en fait, on va mettre, les sociétés mères vont mettre les sous-traitants en concurrence, ce qui va augmenter la productivité des sous-traitants, ce qui va diminuer les coûts de production et finalement, in fine, hein, ce qui va permettre aux firmes multinationales de produire des biens à moindre coût et donc de gagner en compétitivité et donc de pouvoir faire face à la concurrence internationale. Donc l'externalisation permet théoriquement, encore une fois, par la mise en concurrence, de réduire les coûts de production. Sauf que on ne contrôle pas les sous-traitants comme on contrôle les filiales, et donc ça peut avoir des conséquences assez dramatiques, parfois sur l'image même des grandes firmes multinationales. Voilà. Or, l'image des FMN est essentielle, hein, d'accord, dans la valeur subjective euh, qu'accordent les consommateurs aux produits des grandes marques. Alors, un autre exemple que j'aime bien concernant l'externalisation, et vous montrer un petit peu l'intérêt de la chose, c'est l'exemple de Renault avec Dacia. Ce qu'il faut savoir, c'est que Renault a racheté en fait Dacia en 1999, mais Renault travaillait avec Dacia depuis très longtemps, donc Dacia entreprise roumaine. Or, vous savez qu'avant 91, hein, la Roumanie appartenait au bloc de l'Est, et donc Renault n'avait pas le droit de vendre et de s'implanter en Roumanie. Alors, Renault a passé un partenariat avec Dacia. Renault envoyait les plans de fabrication de ses voitures à Dacia. Dacia produisait donc sous sa marque ces modèles-là, et Renault, en contrepartie, récupérait une partie des bénéfices réalisés par Dacia. Et donc le contrat d'externalisation, en fait, a été un moyen de passer au-dessus euh, comment dire, au-dessus des barrières douanières, du protectionnisme mis en place par le bloc de l'Est pendant la guerre froide. Voilà. Donc c'est un exemple que je trouve très intéressant pour voir finalement l'intérêt de l'externalisation. Bien, résumons un petit peu tout ça concernant les stratégies des FMN, la différence entre production interne, investissement à l'étranger, donc en l'occurrence investissement à l'étranger, ça se traduit par les fusions, les acquisitions, des délocalisations, l'externalisation domestique, c'est-à-dire sur le territoire national, et puis l'externalisation internationale, c'est-à-dire externalisation dans un pays étranger. Et on va prendre pas mal d'exemples pour différencier un petit peu ces stratégies-là. Donc par exemple, quand Coca-Cola travaille dans le monde avec 250 entreprises partenaires, on est sous licence, hein, on est donc dans de l'externalisation internationale. Quand Apple fait assembler l'iPhone par des entreprises chinoises, on est pareil dans de l'externalisation internationale. Foxconn. Peugeot a racheté le constructeur allemand Opel en 2017. Là, on est dans de l'investissement direct à l'étranger, hein, c'est tout simplement une acquisition, d'accord? Donc c'est le B, hein, investissement direct à l'étranger. Ensuite, Peugeot-Sochaux achète les pare-chocs de la 3008 à l'entreprise AEE située à Audincourt. Donc là, c'est tout simplement de l'externalisation interne, c'est-à-dire que Peugeot va passer par un sous-traitant qui se situe sur le même territoire. Benetton fait fabriquer des pièces textiles au Bangladesh, on est dans de l'externalisation internationale. Tefal réimplante sa production de grille-pain en Pologne. Là, pour le coup, on est dans de l'investissement direct à l'étranger. Donc, on va investir en Pologne pour créer des unités productives. Hermès fabrique les articles textiles et maroquinerie dans 42 sites de production en France. Là, pour le coup, on est dans le A, c'est-à-dire la production interne, d'accord? Et on va voir pourquoi finalement il est intéressant de faire de la production interne. Peugeot achète les boîtes automatiques à la firme japonaise Aisin, c'est de l'externalisation, pardon, c'est de l'externalisation internationale. Et enfin, Air France a racheté la compagnie néerlandaise KLM en 2004. Il s'agit ici d'un investissement direct à l'étranger. C'est tout simplement une acquisition d'Air France. Voilà. Donc voilà pour les différentes, enfin la différence entre ce qu'on pourrait appeler des investissements directs à l'étranger, c'est-à-dire des fusions, acquisitions, délocalisations, et puis la stratégie d'externalisation, sachant que les stratégies ont des avantages, mais aussi des limites. Alors, ce qu'on disait, je reviens sur Hermès fabrique les articles textiles et maroquinerie dans 42 sites de production en France. Hein, donc voilà. Vous voyez, là, ce qui est intéressant, c'est que on a tendance à penser parfois, ou les médias, certains médias ont tendance
a montré les choses de la manière suivante, c'est que les entreprises, les firmes multinationales ont toujours intérêt à s'implanter là où c'est le moins cher. En fait, non. Non, parce que les entreprises ont aussi intérêt à se rapprocher des consommateurs. Voilà, à utiliser déjà d'une part une main-d'œuvre très qualifiée, on l'a vu avec la production de verres de luxe, hein. Hermès c'est du luxe, donc on comprend bien pourquoi Hermès va chercher à produire en France, mais c'est aussi s'implanter dans des pays, même quand ces pays entre guillemets, ont une main-d'œuvre qui coûte cher, c'est aussi une manière de se rapprocher des consommateurs et donc de comprendre la culture des pays. Alors, c'est le quatrième point des stratégies des firmes multinationales sur lequel on va aller assez vite finalement. Je vais vous donner quelques exemples, hein, s'implanter à l'étranger pour être proche du consommateur. Donc Toyota produit plus de la moitié de ses véhicules en dehors du Japon. L'idée, en fait, hein, c'est que Toyota, pour éviter les barrières douanières, a commencé à s'implanter dans le monde, dans le monde entier, pour passer au-dessus des barrières douanières et puis pour se rapprocher au-dessus des consommateurs. Alors, il y avait une pub qui était intéressante fut un temps, puisqu'en fait, la Toyota Yaris hybride est fabriquée en France, hein, notamment. Et donc, Toyota jouait là-dessus, c'est-à-dire que Toyota, dans ses pubs, montrait des robots en train de peindre, par exemple, une Toyota Yaris hybride en bleu, blanc, rouge. Là, avant l'émission sur TMC quotidien, le soir, vous avez une pub pour la Toyota Yaris hybride en précisant bien qu'il s'agit de voitures fabriquées en France. L'idée, hein, c'est de se rapprocher du consommateur et puis de montrer finalement au consommateur que la production, elle se fait au sein du pays et donc que l'entreprise crée des emplois, hein, dans le pays. Voilà, et c'est important pour l'image de marque en fait, hein. Ensuite, vous avez Zara qui produit essentiellement ces vêtements en Europe pour pouvoir suivre la mode, tout simplement. Encore une fois, on est dans cette idée qu'il faut être proche de la culture pour pouvoir rapidement la comprendre et s'en inspirer. Et puis, ça permet aussi d'avoir une bonne image de marque, hein. On produit en Europe, on ne va pas chercher à exploiter une main-d'œuvre dans des pays émergents, dans des pays pauvres, du type Bangladesh, hein, pour le coup. Coca-Cola fait l'embouteillage tout le temps sur place, c'est-à-dire que quand vous buvez du coca, quand vous achetez du coca en France, les bouteilles, elles ont été embouteillées en France. Voilà, là aussi, hein, c'est pour donner aux consommateurs l'idée que les FMN sont proches. Et puis enfin, vous avez McDonald's qui joue là-dessus beaucoup, hein, dans ses publicités. McDo qui utilise des produits locaux, beaucoup de produits locaux pour faire travailler les agriculteurs français, etc. Donc McDonald's met vraiment ça en avant pour dire aux consommateurs, venez chez nous parce que finalement en venant chez nous, vous allez donner du travail à vos agriculteurs. Et puis McDo aussi, comment dire, s'implante dans les pays pour comprendre et en fait adapte ses produits à la culture des consommateurs, hein. Par exemple, la dernière pub que j'ai vue en date, c'était il y a très peu de temps, c'est la pub pour le Mac Baguette, et il est bien stipulé, le Mac Baguette est uniquement disponible en France. Pourquoi? Ben parce que la baguette, c'est un produit français. Et donc, comme ça, on flatte, entre guillemets, le consommateur et on lui donne envie de venir. Alors, pour le coup, pour terminer là-dessus, on a vu les stratégies des firmes multinationales et pourquoi les firmes multinationales cherchaient à se déployer finalement, hein, dans le monde entier. Alors maintenant, question d'actualité, à l'heure de la Covid-19, finalement, le concept de relocalisation, voire même de démondialisation, parfois, ça revient à la mode. Alors c'est assez fréquent, hein. Après la crise financière de 2008, on reparlait déjà de démondialisation. Donc là, il y a une crise sanitaire qui montre finalement les inconvénients d'une fragmentation des chaînes de valeur à l'échelle internationale. Et donc, on revient sur ces idées où il faudrait peut-être penser à relocaliser, par exemple en France, relocalisons une partie de la fabrication des médicaments parce que ça nous permettrait d'être totalement autonome en cas de crise sanitaire. Enfin voilà, il y a des choses dont on discute en ce moment et il y a 4 grands arguments finalement en faveur de la relocalisation. Le premier, c'est que dans les pays émergents, et notamment la Chine, hein, ben, finalement, il y a un rattrapage très rapide de ce pays-là. On l'a vu avec la théorie du vol d'oies sauvages. Et ça veut dire tout simplement, qui dit convergence de la Chine vers nous, dit augmentation du niveau de vie, dit augmentation des salaires. Et donc, ben, finalement, ça devient plus tellement avantageux d'aller fabriquer
ces produits en Chine en profitant d'une main-d'œuvre à faible coût. D'ailleurs, vous avez aujourd'hui beaucoup de firmes chinoises qui se délocalisent en fait, notamment au Bangladesh, parce que la main-d'œuvre du Bangladesh coûte beaucoup moins cher que la main-d'œuvre chinoise. Ensuite, deuxième point, vous avez l'automatisation de la production. Bien évidemment, lorsqu'on utilise des robots, lorsqu'on utilise des machines, ben, finalement, Heu, il y a enfin les machines et les robots sont, moins chers et plus rapides, plus efficaces qu'une main-d'œuvre peu chère que l'on trouverait dans des pays, en développement et donc ben, l'automatisation, pourrait désinciter, des entreprises à se délocaliser, à l'étranger. Ensuite, vous avez la hausse des coûts du transport, hein, voilà. Mécaniquement, hein, ce qu'on disait en début de chapitre, c'est que la mondialisation, elle a notamment été, largement favorisée par le progrès technique, parce que le progrès technique a réduit les coûts de communication, les coûts du transport. Pensez aux containers, à ces géants, à ces bateaux géants, qui permettent finalement, de réduire à quasiment zéro le coût du transport par unité transportée. Voilà, sauf que les énergies fossiles, il y en a moins et que le coût du transport risque d'augmenter de toute façon. Et puis ensuite, vous avez les exigences de la demande, c'est-à-dire que en fait, les entreprises, c'est le fameux flux tendu, hein, qu'on avait dans la méthode Kanban, hein, le toyotisme, c'est-à-dire qu'il faut être très réactif par rapport à la demande, une demande qui est assez volatile et de plus en plus volatile, et donc pour être réactif, eh ben, il faut être proche du consommateur. Et donc on revient sur notre quatrième point là, tac, s'implanter à l'étranger pour être proche des consommateurs. Euh, et puis accessoirement, on a aussi des consommateurs qui sont de plus en plus sensibles à la question environnementale et donc qui aiment bien les circuits courts euh, pour éviter, par exemple, hein, ces fameuses crevettes qui font plus de 6 000 km, comme on l'a vu en début de chapitre, avant d'arriver dans nos assiettes. Voilà. Donc, vous voyez, comment dire, ça, c'est vraiment une question d'ouverture. Finalement, ok, la mondialisation, enfin, les firmes multinationales ont cherché à profiter des avantages comparatifs de chaque pays, à passer par des sous-traitants avec l'externalisation internationale, se sont délocalisés pour se rapprocher des consommateurs, etc. Tout ça, finalement, euh, ben, peut-être que c'est un petit peu en train d'être remis en question parce qu'on se rend compte que pour des raisons sanitaires, pour des raisons comment dire, euh, d'autosuffisance, pour des raisons écologiques, il y a peut-être certaines choses qu'on pourrait relocaliser plutôt que chercher à se délocaliser et à fragmenter toujours plus la chaîne de valeur à l'échelle internationale. Voilà pour cette première vidéo.